Et on démarre avec le retour d'Anne Ruas. Alors, ça a l'air d'être coincé. Est-ce que ça marche? Échange avec la salle, d'accord. Alors j'ai un écart entre mon écran et... Non, ça va. C'est une petite inertie. Donc on va commencer la deuxième partie qui est... Alors, je signale qu'on est vraiment en retard, donc vous avez compris le message. Hein? Voilà, je vais essayer d'être le plus rapide que je peux. Donc on va parler des problématiques... alors, ça répond pas très bien, donc j'espère que ça va aller. Des problématiques de logement, d'infrastructure. Donc on va essayer de réfléchir aux raisons de l'artificialisation. Donc on va être plutôt sur les déterminants. Avec trois, on ne va pas parler de tout parce que c'est très large évidemment. On va parler d'abord de tendances globales, ensuite on va parler des ménages parce que ça dépend aussi, la population a de l'importance aussi sur l'artificialisation. Et puis on va parler des réseaux et du foncier économique. Alors sur les déterminants majeurs sont bien connus en fait. D'abord c'est la concentration de l'emploi, donc c'est l'urbanisation, le premier point. L'autre point c'est la croissance démographique qui continue en France, et puis le fait d'avoir des familles plus petites à loger. Ensuite il y a les aspects liés au foncier, sur le où est-ce que les gens les activités vont avoir lieu, et puis sur le fait que le coût des transports est faible. Il y a une rapidité des transports qui permet justement d'avoir un étalement urbain. Alors sur le premier point qui est le point lié à l'accès à l'emploi, quand on montre une carte de l'évolution des zones urbaines en termes de densité, c'est une carte INSEE, avec l'évolution des sources d'emploi, on voit une assez bonne corrélation visuelle déjà entre les villes où effectivement il y a eu une extension de la densité et puis les villes qui proposent effectivement de l'emploi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on connaît bien en géographie et en économie, que la ville crée de la richesse et donc attire les gens pour trouver de l'emploi. Le deuxième point, c'est la démographie, qui a évolué en France de 36% quand même entre 1962 et 2014. Et les ménages ont encore plus évolué parce que les familles sont plus petites. Et la conséquence, c'est qu'il faut des logements pour loger et l'accroissement et aussi le fait qu'il y ait plus de ménages. Et quand on affiche une carte qui compare l'augmentation de la population avec l'augmentation des terrains, de la superficie des villes, on voit que les superficies des villes augmentent plus que l'augmentation de la population. Et d'ailleurs, on voit de l'étalement urbain, même dans les villes, même dans les pays où il y a une baisse de population. Donc ça, c'est aussi bien connu. Alors, l'étalement urbain, c'est une tendance générale dans le monde entier. Ce n'est pas propre à la France. Donc là, je parle de la partie urbanisation, d'accord, qui est une des composantes de l'artificialisation. On parlera des réseaux après. C'est dû, avant tout, c'est une tendance générale depuis l'ère de l'automobile. Et aussi, c'est aussi dû à la progression des niveaux de vie, avec une demande de logement qui augmente avec les revenus. Et on constate que, par exemple, en France, il y a une surface habitat par personne qui a doublé depuis 1970. Donc on a plus de mètres carrés par personne pour habiter de façon générale dans les pays les plus riches, et puis en France en particulier. Et la France est dans la moyenne européenne, avec une augmentation aussi de la part des maisons individuelles et de la taille des jardins. Alors, il y a deux phénomènes qu'on distingue, c'est l'urbanisation, donc on va en ville parce qu'il y a de l'emploi, tout simplement, et il y a aussi le phénomène de métropolisation, ce sont ces grandes villes qui apparaissent et qui sont dues à des baisses de transport au niveau international et qui font l'émergence de grandes villes. Et ces grandes villes, elles ont des avantages qu'on va voir après, mais aussi elles peuvent mettre en crise certaines villes moyennes ou petites qui se positionnent plus difficilement, et elles modifient aussi les besoins du foncier sur le territoire. Alors en termes d'effets positifs à la métropolisation, c'est bien connu, la création de l'emploi et aussi la création de la valeur patrimoniale des terrains construits et des terrains à construire qui ont augmenté et qui font partie de la richesse d'un pays, avec une production de richesse, et on peut dire que les actifs liés à l'urbanisation ont grandement contribué à l'enrichissement de la France depuis le début des années 90. Évidemment, à cette métropolisation, il y a aussi des effets négatifs qui sont, alors on l'a vu précédemment sur les villes, mais aussi des inégalités sociales et aussi des déclins de certaines villes moyennes. Donc ça, c'est des effets à prendre en compte. Alors le cas particulier du périurbain, qui est un cas qui nous intéresse, parce que c'est là qu'on grignote, on va dire, sur les terres agricoles, c'est dû avant tout aux baisses du coût du foncier entre le centre et la périphérie.
Donc du coup, ces espaces où le foncier est moins cher vont attirer des entreprises parce qu'elles veulent des terrains plus grands et bien connectés. Donc en général, ces terrains aussi sont des propriétés d'être bien accessibles, et aussi les ménages qui font un arbitrage entre leur logement et les transports. Et puis aussi, on verra, c'est Olivier qui en parlera, pour un goût d'un autre cadre de vie plus vert. Donc pour les aires métropolitaines, en tous les cas, on constate une périurbanisation des entreprises et des ménages, et ça va de pair à une augmentation de la demande foncière périphérique. Ça, c'est pour les grandes villes. Un point important quand même qui émerge dans l'expertise, c'est le besoin de logement, qui est dû à l'augmentation de la population, au fait que les familles sont plus petites. Le besoin de logement, il reste très important en France, et le nombre de logements neufs ne couvre pas la demande actuelle. Ce n'est pas uniforme sur le territoire, évidemment, c'est plus fort à l'endroit qui est le plus tendu et qui attire le plus les populations parce qu'il y a de l'emploi. Et par ailleurs, et c'est un fait qui est important, le secteur de la construction, ça contribue à la création d'emplois et à la croissance. Et cette construction, elle constitue un investissement qui soutient aussi la croissance. La question est donc de savoir où construire et quel type de logement construire. Voilà. Alors ça soulève la question de la construction, qui est une des propositions, de la construction de la ville sur la ville, justement pour éviter l'étalement urbain et la densification. Mais la ville sur la ville ou la densification, ça a un coût. Ça a un coût élevé pour les ménages qui ne veulent pas forcément une ville très dense, et ça a un coût élevé aussi pour les collectivités qui doivent investir dans ce renouvellement urbain. Et je vais passer la parole à Sonia Aguelton, qui va développer une partie de ces éléments. Ensuite, ce sera Olivier Bonin, et ensuite je reprendrai la parole pour finir sur tout ce qui est infrastructure et logistique. Sonia Aguelton, UPEM. Bonjour. Ah ouais, ok. On va y arriver. Merci beaucoup. Quelques mots, quelques flashs sur les aspects de dynamique foncière et immobilière et leur effet déterminant sur l'occupation de l'espace, sans reprendre les approches théoriques que Anne vient de souligner. Tous les modèles économiques qui sont essentiellement basés sur un contexte anglo-saxon, il faut le rappeler, soulignent l'arbitrage dans les choix de localisation du ménage entre le prix du foncier et la distance au centre, mais aussi un arbitrage entre la surface du logement que l'on souhaite avoir et qui pèse dans bien sûr, plus c'est grand, plus c'est cher, et donc pour arbitrer et répondre à ces préférences, on a tendance à s'éloigner au centre. Donc je ne reviendrai pas sur les références théoriques, mais de toutes ces lectures et ces travaux, il y a 3 points qui paraissent importants et peut-être sous-évalués dans l'esprit, mais mis en évidence dans les travaux. C'est d'une part qu'il ne faut pas oublier le cycle de vie des ménages, le fait qu'un ménage tente à conserver son logement tout au fil d'une sorte de rétention du logement par les ménages tout au long de leur vie, même si la taille des ménages change et même si les besoins diffèrent, ce qui crée une sorte de rétention par rapport aux choix initiaux. Et puis ensuite, lorsqu'on vieillit, on cherche à avoir des logements un petit peu plus petits, peut-être en périphérie parce qu'on a des revenus un peu plus faibles. Et donc ces éléments-là doivent être pris en compte et expliquent une partie de l'urbanisation. Le deuxième point, il ne faut pas l'oublier, c'est l'effet de l'usure des bâtiments, leur obsolescence technique, notamment par rapport à des normes qui s'alourdissent ou qui évoluent dans le temps, et ce qui conduit aussi à un cycle d'occupation des villes compte tenu de cette usure des bâtiments et de leur obsolescence, j'allais dire théorique, par rapport à ces normes. Et les ménages, comme d'ailleurs les entreprises, ont une préférence pour des logements qui sont aux normes, et donc ils se reportent vers des espaces nouvellement construits qui répondent à ces critères, ou des espaces de renouvellement urbain et laissant derrière eux finalement les bâtiments, les logements ou d'ailleurs les bureaux qui ne répondent plus à ces critères. Puis le troisième point, c'est très évident puisqu'on a une littérature qui est internationale, eh bien elle met en évidence des contextes différents, des cultures locales qui conduisent à valoriser
valoriser des espaces centraux ou périphériques. On oppose le modèle anglo-saxon où le centre attire moins que la périphérie, et le modèle européen où le centre attire plus que la périphérie. Et tout cela renvoie à des préférences culturelles et notamment à la valeur attribuée aux aménités environnementales ou patrimoniales, donc environnementales selon l'évolution culturelle et la prise de conscience de ces aménités, je dirais peut-être un peu nouvelles, aménités patrimoniales qui sont typiquement, enfin plus typiquement européennes, voire françaises, où on a envie de se rapprocher des lieux de culture ou des lieux d'histoire, ou la proximité du pouvoir, ou encore la proximité du savoir, des lieux de savoir, ou la densité sociale, tous des éléments que la théorie a enrichi au fil des recherches, mais qui laissent encore un champ de réflexion. Je passerai ensuite au pan de la littérature qui aborde le rôle régulateur des politiques publiques par rapport à ces préférences des ménages. Et dans la littérature, de façon classique, on observe 3 types d'interventions publiques de façon un petit peu différente. Je commencerai par l'information. C'est pas très répandu dans la littérature, mais les politiques publiques ont une mission et interviennent pour fluidifier les marchés et pour diffuser de l'information sur les marchés. Et puis de façon très ancienne, on parle des outils de planification et des outils de fiscalité. Alors les outils de planification, ça change un peu selon les pays, selon la littérature, mais on retrouve les schémas directeurs, les zonages ou les autorisations négociées, plus ou moins mises en avant selon un pays ou un autre. Et en termes de fiscalité, on a de façon classique la fiscalité foncière, la fiscalité générale sur le foncier, et puis un peu un autre pan de la fiscalité qui nous concerne, c'est la fiscalité de l'urbanisation, avec une fiscalité type taxe d'aménagement en France pour financer les équipements publics, ou une taxe qui, entre guillemets, pénalise ou compense le manque de construction de logements abordables, ou aussi une fiscalité qui pénalise les atteintes, je dis pénalise, c'est un peu orienté, excusez-moi, les atteintes à l'environnement. Ces instruments sont bien étudiés dans la littérature, avec ce qui ressort de cette étude, c'est la diversité dans l'application, dans la mise en application de ces outils, donc de façon très diverse, on en a parlé. Ce qui est plus intéressant, ce que souligne la littérature, c'est que ces instruments ne sont pas forcément appliqués de façon cohérente ou rationnelle. Il y a des effets induits ou des effets primaires de la fiscalité ou de la planification qui sont bien abordés, mais les effets induits sont diversement étudiés. Par exemple, pour la fiscalité, la notion de recette fiscale peut peut-être devenir prioritaire par rapport aux effets immédiats ou voulus souhaités de la fiscalité foncière ou de protection de l'environnement. D'autres effets sont à l'inverse ignorés. Par exemple, l'effet de rareté que provoque une augmentation de la fiscalité foncière, des réactions sur les prix de la protection environnementale qui va reporter la construction sur d'autres lieux qui ne sont ces effets sont rarement envisagés lorsqu'on taxe ou lorsqu'on on identifie une zone, on protège une zone, eh bien, il y a des effets de report sur d'autres zones où les prix vont augmenter, où la population va se regrouper. Ces effets-là qui ne sont pas voulus, bien sûr, sont souvent ignorés des politiques. Et puis, autre exemple, lorsqu'on taxe un espace, c'est quelquefois une façon de créer un droit d'entrée sur un espace que l'on veut réserver pour une certaine population et une volonté voulue ou pas d'exclure d'autres populations. Donc tous ces instruments se heurtent à des contradictions fortes, tant au niveau des objectifs qu'au niveau des prises de décision dans un paysage typiquement français, mais pas seulement, où la décision est prise dans un millefeuille territorial, où il y a des variétés de contextes et des décisions qui s'empilent et qui ne sont pas forcément cohérentes. Et ça, c'est un point qui est important, qui a été souligné en France, bien sûr, mais pas seulement. Et puis le troisième point, qui va être mon dernier point,
avant-dernier, allez, c'est que ces politiques se confrontent au marché. Alors, il y a une littérature assez intéressante sur la confrontation des politiques avec le marché et le fait que des conditions de marché peuvent être favorables à la mise en place des politiques et d'autres peuvent être défavorables. Donc la puissance publique cherche des sites prioritaires, des stades de développement réactifs, des conditions géographiques favorables, alors en dépit peut-être des besoins d'intervention. Et pour aller vite, les marchés, eux, vont répondre à ces politiques publiques de façon diverse, soit en saisissant des opportunités. Par exemple, les politiques publiques entraînent des phénomènes de rétention, voire d'anticipation sur des annonces politiques, quelle que soit la réalité de ces annonces. Et puis surtout, ou à l'inverse, les politiques publiques ne vont pas forcément tenir compte des conditions défavorables du marché qui limitent l'impact de ces mesures et bloquent finalement les résultats attendus, que ce soit parce que les sites sont très complexes, parce que surtout en renouvellement urbain, les coûts d'intervention sont très lourds et vont dissuader le marché de se positionner. Et souvent, il n'y a personne en face d'une politique publique de renouvellement urbain. Les opérateurs ne viennent pas parce que c'est trop cher, ou alors parce que le marché est trop petit et la faible taille des marchés va dissuader les opérateurs d'intervenir, ou parce que la complexité des parcelles est trop lourde, que le temps va être trop long pour mettre en œuvre ces politiques, ou tout simplement parce que le marché est rebuté par la lourdeur administrative de ces politiques publiques. Et pour terminer, ce travail nous a permis de souligner au moins 3 pistes à creuser. D'une part, la question des espaces vacants qui ont été soulignés dans les définitions tout à l'heure, mais la ville recèle toute une série d'espaces vacants, les espaces du renouvellement urbain, certes, mais pas seulement. Et ces espaces vacants ne sont pas beaucoup utilisés. Les unfilled developments sont à creuser. Il y a une ANR qui est proposée, dirigée par Catherine Beaumont. On espère que ce travail va aboutir. Il faut réfléchir aussi sur les freins, approfondir les raisons qui bloquent la mise en œuvre de ces politiques. Et puis une question qui n'a pas été soulevée jusqu'à présent, c'est l'acceptabilité des ménages par rapport à la densité et par rapport à la non-artificialisation des sols. Et ces réflexions, qui sont plutôt des réflexions de sociologues, méritent qu'on se penche sur la question et qu'on construise des politiques publiques adaptées. Merci beaucoup, Sonia Galton. Oui, vous restez avec nous. Je ne vous avais pas vu partir. Olivier Bonin, Ifstar, troisième et dernier élément de ces problématiques de logement, d'infrastructure, etc. avant le retour de Maëlys. Comment ça? Alors la transition est toute trouvée puisque justement moi je vais plutôt parler de la périurbanisation vue du point de vue des ménages et de leur mode de vie. Alors on a eu beaucoup de thèmes, évidemment on ne va pas vous présenter tous ces thèmes sinon c'est pas 5-10 minutes mais ça va être beaucoup plus que ça. Donc on va quand même être assez rapide. Alors le premier point, pas besoin de revenir dessus, on l'a vu, l'artificialisation des sols est due en grande partie à l'étalement urbain, à la périurbanisation, c'est-à-dire au fait que les villes s'étendent et s'étendent souvent sous la forme de logements individuels qui ont tendance à prendre au sol plus de place que les logements collectifs qui, eux, sont plus verticaux. Alors, il y a différents mouvements, c'est-à-dire qu'il y a eu une grande vague de périurbanisation, évidemment, à partir des années 60, avec l'accès au crédit individuel, la démocratisation de la voiture, donc ça a rendu les choses beaucoup plus faciles. Ça s'est un peu essoufflé, ça redémarre, enfin, c'est pas tellement... les tendances ne sont pas très nettes, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout un phénomène unique, homogène dans le temps et dans l'espace. C'est très réducteur de dire la périurbanisation, on a l'impression qu'il y a un seul moteur qui pousse les gens à quitter les centres-villes ou à s'installer là. En fait, c'est beaucoup plus divers que ça. Et notamment, pourquoi est-ce que les gens s'installent ailleurs que dans les centres-villes, dans les tours qu'on a construits pour eux? Quand on fait des enquêtes auprès des ménages, il ressort, c'est pas uniquement français, mais c'est très net en France, il y a un plébiscite énorme de la maison individuelle, de la propriété, du jardin. Et la représentation des gens, c'est plutôt le château de Chambord que le petit pavillon
anglais. Donc en plus, c'est un imaginaire de la maison qui prend de la place. Ça, c'est le premier point. On est déjà venu sur l'usage de la voiture, de la globalisation, de la métropolisation, c'est-à-dire le fait qu'on accède beaucoup plus facilement aux ressources du territoire. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça de vivre un peu plus loin des villes. Mais ce qui est très important et aussi beaucoup relevé par la littérature plus récente, c'est que c'est pas un mécanisme de rejet de la ville, la périurbanisation. Il y a un vrai ancrage dans la périurbanisation. On est maintenant sur des générations de périurbains qui sont nés eux-mêmes dans le périurbain et qui n'ont jamais connu autre chose que le périurbain. Et donc l'opposition ville-campagne, un petit peu schématique, a de moins en moins de sens. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau type une nouvelle façon d'habiter, qui est d'habiter dans ces territoires intermédiaires, qui ne sont pas des territoires de forte densité, et qu'on classait dans les années 60 sous la forme de périurbanisation, mais qui maintenant sont beaucoup plus divers que ça. Ce qui fait qu'il y a une vraie diversité sociodémographique de ces territoires, et puis un ancrage des services locaux, c'est-à-dire qu'on continue à recourir à la ville-centre, mais on a aussi beaucoup de mobilité locale. Et on n'est pas sous perfusion avec un cordon qui raccorde en permanence à la ville-centre dont on serait satellite. Alors, si on essaye de se poser une question un peu politique, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça ? Bon, évidemment, on a vu que c'est assez néfaste pour différentes raisons de consommer ces terres agricoles, mais d'un autre côté, on l'a rappelé aussi, il faut bien construire des logements. Donc finalement, le problème, c'est peut-être que le seul modèle de ville qui était vraiment standardisé ou qu'on a envisagé jusqu'à maintenant, c'était la ville compacte dense. C'est-à-dire on entasse tout le monde au centre. On se rend compte qu'il y a d'autres façons de construire des villes, d'aménager des villes, et notamment, on voit de plus en plus des formes de concentration déconcentrée ou de décentralisation concentrée, c'est-à-dire le fait de revenir à un tissu un peu plus homogène que simplement quelques méga-villes, et puis un tissu complètement dispersé. Alors, il y a eu un effondrement des petites villes intermédiaires en France, notamment parce que l'industrie est partie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez une ville comme Vitry-le-François, par exemple, mais il n'en reste plus grand-chose pour différentes raisons. Mais on sent bien que c'est peut-être ce type de tissu intermédiaire qui manque aujourd'hui. Et puis, dernier point, et ça sera mon dernier transparent, je crois. Finalement, l'étalement urbain, là, si on le regarde que du point de vue de l'artificialisation des sols, il n'y a pas de doute, ça consomme des terres. Par contre, on reproche également d'autres choses à la périurbanisation. On reproche des questions de ségrégation urbaine, d'entre-soi, de gentrification, de mobilité non vertueuse, etc. Et là, encore une fois, les choses sont beaucoup plus nuancées que ce qu'on pourrait croire, enfin un peu que l'image d'Épinal ou ce qui est véhiculé par les médias. On se rend compte en creusant vraiment les choses qu'on a des bassins de vie qui sont assez limités, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens vivent dans le périurbain qu'ils font forcément des centaines et des centaines de kilomètres dans leur semaine. On a un soutien à l'artisanat, aux commerces locaux, on a un renouveau des agrocœurs alimentaires, enfin il y a beaucoup d'initiatives. Il y a un tissu associatif qui est également très dynamique. Et donc finalement, cette périurbanisation a contribué à une sorte de redynamisation du tissu rural. Et d'un certain point de vue, c'est pas uniforme, je l'ai déjà dit, mais en plus, si on prend l'ensemble des critères de la durabilité, c'est pas forcément aussi négatif, aussi noir que ce qu'on pourrait imaginer. Alors cependant, en termes d'enjeux, il y a évidemment une mauvaise articulation, ne serait-ce que parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement stabilisé, entre l'aménagement métropolitain centralisé, central, et puis ces franges urbaines, qui sont un peu la partie qu'on n'a pas trop envie de voir et dont on n'a pas trop envie de s'occuper. C'est-à-dire qu'on préférerait voir finalement se reconcentrer et s'agréger au centre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, dans l'échelle régionale, vous avez vu notamment avec la loi NOTRe qu'on a deux échelles qui ressortent beaucoup. Il y a celle de l'interco et puis celle de la région. Alors, des intercos dans le périurbain, évidemment, elles existent de plus en plus. Elles commencent à être très grandes. Il y en a qui sont même excessivement grandes, on peut dire. On parle d'interco XXL, qui ont 50, 100 communes qui sont agrégées, et puis qui n'ont pas forcément les mêmes capacités, pas forcément uniquement financières, mais même d'analyse, d'agir sur leur aménagement. Donc on sent bien que si on veut stabiliser et rendre plus durables ces niveaux intermédiaires, ça pose des questions également d'organisation politique.
Merci beaucoup, vous êtes pour l'instant le plus rapide. Vous détenez la balle. Non, 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 restez ici, restez ici. Voilà, donc tout ça pour conclure qu'il y a différents types d'urbanisation et plusieurs modes de vie périurbains, et que c'est sûr qu'on sent qu'il y a un besoin de planification pour essayer d'optimiser ces territoires qui sont riches et divers. Alors après, il y a juste 2 points dont on veut parler, parce que les oublier serait embêtant. Déjà, la partie infrastructure et la partie activité économique. Alors sur la partie infrastructure, simplement un slide. La France a le réseau routier le plus important d'Europe. C'est un réseau qui permet une grande accessibilité, qui permet les échanges. Donc c'est un réseau qui est plébiscité dans certains côtés, mais d'autre côté, ça entraîne une très forte artificialisation des sols qui est identifiée jusqu'à 28% dans les données de terre utile Luca. Et ce qui est sûr aussi, c'est que l'ajout, et ça il y a pas mal d'études qui le montrent, que l'ajout d'une infrastructure éloignée du centre, ça contribue largement à l'artificialisation, de façon directe par l'infrastructure, mais indirecte par la consommation d'espaces foncières, et puis l'ajout d'habitat et l'ajout d'activités associées à ces nouvelles infrastructures. Et par ailleurs, l'étalement urbain rend le financement des infrastructures plus coûteux parce que justement, il y a moins de personnes qui y habitent. Donc, ramener au nombre d'habitants, ça coûte plus cher. Donc ça, c'est déjà sur la partie infrastructure de transport. Sur la partie foncière économique, de façon générale, ça couvre quand même 20% des surfaces artificialisées. Donc c'est important. Et on s'est rendu compte dans l'expertise qu'il y avait assez peu d'études et de recherches sur ce domaine, certainement parce que le coût est une fonction secondaire du problème. Et on a identifié un fort besoin de recherche pour voir l'impact des constructions d'entreprises, d'entrepôts, d'infrastructures de transport et de centres commerciaux sur l'artificialisation. Donc là, on aurait aimé voir plus de textes pour mieux l'analyser. En fait, c'est un peu... On a vu qu'il y avait assez peu d'études, notamment le sujet des centres commerciaux. On sait que les centres commerciaux, on se pose la question sur leur rôle dans le déclin des centres urbains de certaines villes moyennes et de la réalité de création d'emplois. Donc on sent bien que là, il y aurait un sujet de réflexion et d'analyse et on pense que c'est vraiment des choses qu'il faut pousser. Alors je fais juste un zoom sur l'étalement logistique, parce que la partie logistique, c'est un point important. Donc 81% des établissements logistiques font plus de 5000 m² et se situent autour des grandes agglomérations. Donc on a vu une polarisation métropolitaine des fonctions logistiques. Avec l'évolution, elle montre une augmentation de ces zones logistiques et puis un déplacement. Donc entre 90 et 2017, il y a une croissance de plus de 50% du nombre en nombre et en surface en France et de plus de 200% aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est une tendance globale. Et ces zones logistiques se déplacent en fait des franges de la ville vers les zones périurbaines, plus proches des réseaux de communication et des hubs de communication. Alors, et ça, on peut le trouver dans pas mal de pays, donc que ce soit les États-Unis, Los Angeles, l'Amérique du Sud, Buenos Aires, Sao Paulo, la Suède, Göteborg ou Paris. Donc c'est vraiment un phénomène général. Alors ça vient de l'externalisation de la logistique et de la mondialisation des échanges. Avec il y a en plus une nouvelle consommation urbaine. Et ça nécessite des entrepôts où vont être préparés tous ces colis pour la ville. Et on voit apparaître des méga-centres de distribution qui vont de 500 à 150 m² en périphérie des zones. Alors un des exemples qu'on prend, parce que c'est un peu caricatural, c'est un entrepôt d'Amazon qui est dans une ville qui s'appelle Moreno Valley, à 120 km de L.A., qui mesure 180 000 m², 15 mètres de haut, donc je crois que ça fait 25 stades de foot, donc c'est quand même assez grand, et en fait qui est quand même situé à 120 km de L.A., et donc les marchandises vont du port de L.A. jusqu'à cet entrepôt à 120 km et revient pour distribuer essentiellement le centre de Los Angeles. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a des terrains moins chers, il y a des terrains plats, et ça a été optimisé comme ça. Et donc en plus, ça emploie pas mal de personnes, 700 personnes, et il y a des flux quotidiens identifiés dans la ville de 200 camions en moyenne dans la ville. Donc, voilà, on peut voir un peu ce que ça veut dire. Alors en France aussi, on a un accroissement de l'étalement logistique. En Île-de-France, la moitié des villes, 618 communes sur 1280, comptent des entrepôts. Et on voit aussi cette augmentation du nombre d'entrepôts entre 2000 et 2012 en nombre et aussi par million d'habitants. Donc l'augmentation est plus forte que l'augmentation du nombre d'habitants. Avec 800 000 livraisons tous les jours en Île-de-France et 20 millions de mètres carrés
d'entrepôts, avec une augmentation de 50% entre 2001 et 2009, donc le double de l'augmentation française générale. Et on constate un resserrement, en même temps un resserrement, donc une densification, et en même temps un étalement. Donc c'est plus concentré et en même temps c'est plus étalé. Donc la concentration, elle se calcule simplement par le barycentre, la distance entre la distance moyenne au barycentre, qui a diminué de 155 km à 110 km. Voilà. Et en même temps cet étalement. Et là, si on prend l'exemple des messageries à Paris, des agences de messagerie, on voit leur répartition spatiale en 1974 et en 2010, et on voit cette augmentation du nombre et en même temps cet étalement qui est assez symptomatique de ce qui se passe partout. Alors pourtant, et ça on le calcule aussi, en plus, la distance de livraison augmente au cours du temps, ce qui est aussi un facteur de consommation de CO2 par la distribution, et ça se voit en France et ça se voit aussi à Los Angeles, donc le nombre moyen parcouru pour livrer les colis de ces entrepôts. Alors pourtant, il y a quand même des perspectives. On voit apparaître par exemple des premiers entrepôts qui sont verticaux, parce que c'est vrai que par défaut, les entrepôts sont horizontaux. Le fait d'avoir des entrepôts verticaux tout automatiques, ça prend moins de place. Donc ils commencent à en apparaître, par exemple ici à Seattle, ou alors beaucoup en Asie, à Tokyo, Séoul, Hong Kong. Donc des nouveaux bâtiments très automatisés qui permettent de stocker en hauteur et pas simplement en horizontalité. Et puis l'autre perspective, c'est l'utilisation du contrôle de l'usage des sols et une étude comparative sur plusieurs villes. Donc par défaut, il y a un étalement de la logistique, mais pas partout. Il y a des villes comme Amsterdam, Rotterdam, Seattle, où on voit qu'il n'y a pas eu d'étalement sur les 10 dernières années. Et c'est parce qu'il y a un contrôle de l'usage des sols qui restreint en fait la localisation des fonctions logistiques. Alors en France aussi, il y a eu des études, par exemple, il y a une étude faite par la région, le SDRIF, pour voir où est-ce qu'on pourrait implanter les zones d'activité et essayer de les ramener au centre. Mais en fait, cette planification qui a été proposée par le SDRIF n'a pas été utilisée, n'a pas été traduite dans les plans locaux d'urbanisme. La question, c'est de savoir si les SRADET seront plus efficaces dans la contrainte de localisation des activités et des entrepôts. Voilà, je vais passer la main à Mélisse. Bien, il m'incombe désormais la lourde tâche de vous présenter l'ensemble des leviers d'action tirés de l'ensemble des contributions de l'expertise scientifique, mais je résumerai mon propos en trois grands axes. Alors d'abord, le premier constat est que donc en France, il n'existe pas de politique publique générale sur l'artificialisation des sols, et que c'est peut-être de cette absence-là que résulte toute cette dégradation des sols, ce morcellement du foncier agricole, mais que justement des solutions existent, et donc on va essayer de vous les présenter très brièvement. Alors, on a tenté l'exercice de les organiser selon un triptyque bien connu, celui des études d'impact. Tentons d'abord d'éviter l'artificialisation, puis ensuite d'en limiter les effets, et dans un troisième temps, si les deux premiers sont impossibles, eh bien, compensons l'artificialisation, mais ça sera plus sous forme de perspective. Alors tout d'abord, pour éviter l'artificialisation des sols, eh bien, je crois que pour se concentrer sur l'essentiel, il faudrait que le droit et la fiscalité arrivent à résoudre un antagonisme criant, qui est que l'on trouve d'un côté des règles et des taxes et de la fiscalité qui va libérer l'artificialisation, encourager, inciter les villes à construire, et de l'autre côté, des règles qui visent à limiter cette artificialisation. Et le choc de ces deux grandes tendances bien abouti à un gaspillage, à une désorganisation et à un problème d'identification en matière de gouvernance. Par exemple, la question des résidences secondaires, notamment dans les lieux touristiques à forte pression foncière, pourrait être mieux prise en compte par des mécanismes fiscaux pour éviter donc ces fameux lits froids. Et on pourrait également propulser l'urbanisme commercial dans le XXIe siècle, qui ne prend pour l'heure absolument pas en compte toutes ces questions, comme les questions des entrepôts, qui viennent de nous être présentées par Anne. L'essentiel du problème en matière de fiscalité sur la question de l'artificialisation des sols est un problème de calibrage au niveau des taux qui ne sont pas suffisamment incitatifs. C'était une question qui était posée tout à l'heure. Quand vous regardez le taux, la différence entre le prix d'une terre constructible et le prix d'une terre agricole, les taxes qui existent sur la conversion qui a été mise en place par la loi ne sont pas suffisamment incitatives pour remettre en cause un projet d'artificialisation du sol.
Éviter l'artificialisation du sol aussi, c'est mieux protéger le foncier agricole. Je ne vais pas revenir sur les différents outils qui ont été présentés au cours de l'après-midi, et en particulier en introduction, mais simplement peut-être insister sur le fait que beaucoup de procédures sont consultatives. Notamment les fameuses commissions départementales rendent des avis simples, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoirement suivies des faits. Et on pourrait, avec les outils et les organismes existants, renforcer leur capacité de manière à remettre en cause des projets qui entraînent l'urbanisation des sols. Ensuite, comment limiter les impacts ? Bien, il s'avère que le mécanisme des études d'impact est quand même le mécanisme principal en France sur la question de la protection de l'environnement. Eh bien, ne prend pas en compte un très grand nombre de projets qui ont pour effet d'artificialiser le sol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, du coup, l'impact sur l'artificialisation du sol ne peut pas discuter l'utilité publique d'un projet, ni le remettre en cause. Et là, j'attire peut-être votre attention sur la quasi-totalité des grands projets autoroutiers français, sur le contrôle de leur utilité publique, qui n'ont quasiment jamais été remis en cause, sauf un exemple qu'on apprend à la fac de droit, un arrêt de 97 sur une autoroute transchablaisienne dont le coût était trop important. Comment limiter l'artificialisation des sols ? Bien, c'est également limiter le mitage et bien distinguer l'offre foncière de l'offre immobilière pour reconsidérer toutes les questions de densité qui ont été développées tout à l'heure. Et enfin, en guise de perspective, d'autres pays européens se sont lancés dans la voie de la compensation de l'artificialisation des sols. Et si on regarde les mécanismes qui sont à notre disposition aujourd'hui en France, le droit français comporte 3 mécanismes de compensation. Celui prévu par les études d'impact, la compensation forestière et la compensation collective agricole. Le premier est intéressant, présente des perspectives d'application intéressantes, mais il nécessiterait, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà de prendre en compte l'artificialisation du sol dans les mécanismes d'études d'impact pour qu'ensuite ces impacts soient compensés. Et si on regarde aujourd'hui dans le Code de l'environnement, eh bien, par exemple, les aires de stationnement de moins de 50 unités ou les villages de vacances d'une superficie inférieure à 10 000 m², ce qui est tout de même pas mal en termes d'artificialisation, ne sont pas soumis à études d'impact. Ensuite, la compensation forestière et la compensation collective agricole sont plus liées à la mise en place de fonds qui, du coup, compenseraient la déstabilisation d'une activité à cause d'un projet artificialisant le sol. Donc, je vous le disais, en Europe, on compense l'artificialisation, enfin pas partout en Europe, en particulier en Allemagne où il y a un certain recul sur un mécanisme d'éco-points qui est mis en œuvre à l'échelle des Länder, donc qui est intéressant d'un point de vue de la gouvernance, et des obligations aussi de désimperméabilisation, ce qui mérite quand même d'être souligné. Et également en République tchèque et en Slovaquie, pareil, une compensation financière. Et je terminerai avec ce petit clin d'œil à l'initiative citoyenne européenne qui s'est terminée en septembre sur la question de la protection des sols. Et je vous remercie pour votre attention. People for Soil. Merci, Maëlys. J'essaye de contraindre l'étalement du temps en le densifiant l'échange à venir à 10 minutes. Je suis terrifié parce que j'ai vu sur la logistique, voilà aussi une des conséquences du tout grande distribution qui ne veulent plus rien stocker et qui stockent dans les entrepôts des fournisseurs. Et puis de la livraison en 24 heures, c'est le syndrome Amazon. Parlez-en aux logisticiens et transporteurs français qui se réunissent tous les ans en France. Il y a une semaine internationale du transport et de la logistique. Quand vous leur dites Amazon, ils hurlent. Parce que ça les a aussi un peu forcés à s'étaler, à ne pas construire par étage, contrairement à d'autres pays, notamment l'Angleterre, où on construit des entrepôts à étage. En France, pas du tout. Madame lève la main depuis tout à l'heure, et le micro n'est toujours pas là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Madame, levez la main plus haut. Non, mais je vous vois, je vous ai vu. Donc il n'y a pas de micro. Où est le micro ? Attends, Jean-Claude, il y a une question derrière. Moi, je veux bien meubler, mais... Voilà, merci. Madame, relevez la main, s'il vous plaît. Voilà, madame en rouge au 6e rang. 7e rang, 6e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Catherine Snow de l'INRA, je m'occupe d'alimentation, donc je vais parler d'alimentation. On a quand même une demande citoyenne à avoir une alimentation produite plus localement. Et c'est relayé par les collectivités. Par exemple, la ville de Paris s'est donné comme objectif d'avoir 50% de son approvisionnement alimentaire en local, contre 25% aujourd'hui, ce qui est quand même un doublement. Alors comment
comment on combine ça avec l'intérêt de la périurbanisation et des logements? C'est ma première question. La deuxième, c'est, on n'a pas parlé du tout d'inondation. Et je poserai plus généralement la question de la résilience des systèmes d'approvisionnement des villes aujourd'hui. On sait que Paris est passé à 2 doigts de la catastrophe en 2016, avec les inondations tout autour, et que c'est arrivé dans d'autres villes dans le monde. Et je ne sais pas s'il y a une littérature scientifique là-dessus, moi je n'en ai pas trouvé, mais il y en a peut-être. Voilà, est-ce que cette question-là n'est pas aussi une question majeure? Donc le maraîchage, on le développe comment par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et prend-on en compte le risque inondation, notamment la future et inévitable crue centenale, qui ne peut qu'arriver à Paris bientôt. Je vous renvoie au rapport qui avait été remis à l'École des hautes études pour la défense nationale sur les conséquences en Île-de-France. C'était assez inquiétant. Si vous voulez que je vous finisse de vous déprimer, je vous donnerai 2-3 chiffres, vous allez voir, c'était très amusant. Peut-être juste un élément de réponse sur la question alimentaire, c'est quelque chose qui interroge beaucoup, enfin qui intéresse beaucoup les Pas-Marnes, donc une partie de la Seine-et-Marne. On est sur un territoire qui est traditionnellement très agricole, et donc il ne faut pas imaginer la périurbanisation de la Seine-et-Marne comme des zones entièrement de pavillons sans rien du tout. C'est plutôt des petits bourgs qui existaient, des petits hameaux qui se sont vus greffer un nouveau quartier, etc. Donc il n'y a pas véritablement de concurrence au sens où, de toute façon, les zones agricoles de Seine-et-Marne sont déjà protégées. Et il y a même des enclaves comme ça, enfin des coulées, pas vraiment ça des coulées vertes, ça serait un peu beaucoup dire, mais des zones entières réservées au sein des zones vraiment denses de Marne-la-Vallée, en secteur 4 notamment. Alors, je ne sais pas si c'est une solution ou pas, mais ça ne me semble pas être contradictoire en tout cas. Sur le risque inondation, Anne. Oui, alors ça n'a pas du tout été remonté dans l'artificialisation, dans l'expertise collective, pour voir l'impact effectivement de l'artificialisation sur l'approvisionnement en cas d'inondation. Cela dit, je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas recherché de texte sur ce sujet, qui est un sujet un peu indirect, mais évidemment, ça fait partie aussi des sujets de préoccupation, mais ce n'était pas l'objet de l'étude. Donc. Jean-Claude. 1 minute, Jean-Claude. Une question pour la gratter, puisqu'on a parlé d'activité économique. Pour faire simple, artificialiser, imperméabiliser, à qui profite le crime? Dans une tour de cracking de pétrole, si je ne peux pas évacuer mon bitume, ma tour va se bitumer. Il faut donc bien que je trouve un exutoire. Soit je bitume, soit ça ira à la mer. Mais c'est pire pour une cimenterie. Car si je n'évacue pas mon ciment, ma cimenterie se cimentera. Oui. Comment pouvez-vous répondre à cette question toute bête? Je pense qu'on peut L'artificialisation et l'imperméabilisation sont des débouchés pour des industries extrêmement puissantes, et je pense qu'il faudrait le prendre en considération. Alors là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même, en tous les cas au niveau recherche, pas mal de travaux sur l'utilisation des déchets urbains, des déchets, ne serait-ce que par exemple le Grand Paris. Comment est-ce qu'on récupère tous les matériaux? Et typiquement, je sais qu'à l'IFSTAR, on travaille sur la conception de nouveaux matériaux, comme des matériaux en terre crue avec la terre, pour voir comment on peut réutiliser en local. Donc c'est des problématiques liées au circuit court. C'est aussi parce que plus on transporte des matériaux loin, plus on dépense de l'énergie. Donc l'idée, quand on a des projets effectivement d'infrastructure ou construction, ça fait des matériaux, et est-ce qu'on peut les utiliser en interne? Alors après, il y a des problèmes aussi de non-pollution, c'est-à-dire que quand on prend des matériaux et qu'on les réutilise, il ne faut pas polluer. Donc il y a des normes aussi, et il y a des travaux justement, les gens qui travaillent sur le déchet travaillent aussi sur l'étude d'impact de cette réutilisation pour ne pas générer des pollutions locales. Donc en tous les cas, au niveau de la recherche, on peut dire que ce sont des sujets qui sont étudiés. Une autre question, monsieur derrière. Bonjour. Oui, bonjour, Arthur Ridaker. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de l'intérêt de la densification des villes pour la réduction des consommations d'énergie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est complètement absent
dans votre discours, alors que ça peut aller dans le même sens que la lutte contre l'artificialisation des sols, l'étalement urbain. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vraiment c'est en dehors du champ de réflexion maintenant, alors que c'était très important? Vous avez évoqué un tout petit peu la question des transports. Et ça, c'est une vraie question aussi, avec les différents sites où ils sont localisés. C'est vrai qu'il y a des villes où il y a aussi des aires de stationnement verticales, hein, beaucoup plus importantes que chez nous. Donc, où est-ce que c'en est pour ça, pour cette densification, actuellement au niveau de la réflexion? Sonia Guelton. Oui, sur les transports, il y a eu beaucoup de travaux qui ont étudié l'impact de la périurbanisation sur les émissions de gaz issus ou de pollution, déchets, quels qu'ils soient issus des transports. Et plus on avance dans les études et plus ces résultats sont soumis à controverse, où on s'aperçoit que le centre génère aussi beaucoup de transports pour partir des centres, d'une part, et que finalement les transports périphériques, mais Olivier l'a dit, les habitants de la périphérie ne font pas forcément beaucoup de transport non plus parce qu'ils ne vont pas forcément dans les grands centres. Donc la question est soumise à controverse et elle n'est pas résolue, me semble-t-il. Et puis par ailleurs, il y a des travaux qui se penchent sur les nouvelles constructions économes en termes de pollution ou de diffusion de la chaleur. Et là aussi, je pense que le champ doit être creusé pour savoir, parce que les constructions neuves sont plus économes que les constructions anciennes. Et donc le développement périphérique peut se jouer à double sens, où on a une déperdition de chaleur dans les anciens bâtiments. Elles sont plus économes à l'usage ou à la construction, en termes environnementaux? Les constructions neuves, elles sont, si on avait les résultats, théoriquement, elles sont économes sur les deux aspects. En termes de consommation, je crois que pour l'instant, les résultats ne sont pas au rendez-vous. En tout cas, vous nous confirmez bien. Voilà, le Parisien qui n'a pas de voiture, mais qui tous les week-ends en loue une pour aller en Normandie et va 2 fois par mois, non pas 2 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois à Casablanca, j'exagère un peu. Oui, ils n'y vont pas tous. Non, ils n'y vont pas tous. Mais ils ont besoin parce que ce besoin d'espace des habitants urbains est très fort, et qu'ils aillent à Casablanca ou simplement à Euro Disney, ils consomment. Ça alourdit quelque chose. largement le budget carbone et énergétique. Et on peut ajouter une petite information concernant les bâtiments eux-mêmes, c'est qu'aujourd'hui, pour gagner vraiment en performance énergétique, on sait faire de manière à peu près simple et rentable que de l'isolation par l'extérieur. Donc vous voyez que ça, sur un bâtiment haussmannien, ça ne marche pas tellement. Et donc, c'est pas tellement une question de localisation, c'est plutôt une question de type de bâti qui, aujourd'hui, fait qu'on peut gagner en performance énergétique en rénovation. Oui, rénover un haussmannien de cette façon-là, et vous verrez l'architecte des bâtiments de France. Déjà que chez moi, à Brunois, j'ai dû faire un dossier pour changer mes volets, parce que je suis en secteur sauvegardé. Oui, Cyril. Oui, Cyril Girardin, INRA Grignon, Unité Eco 6. Dans les leviers d'action, je voulais savoir si vous aviez étudié le recours possible et la possibilité de faire jouer les CDPNAF, les commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ces commissions émettent un avis souvent dans les modifications de PLU, un avis qui n'est pas prescriptif et donc qui passe en fait dans le dossier, mais qui n'est pas relu. Alors que dans ces commissions, il y a quand même des gens très compétents qui représentent, je dirais, différents milieux, qui connaissent bien la forêt, le secteur agricole, les milieux naturels, etc. Or, ces avis-là ne pèsent pas dans les décisions de PLU qui sont uniquement coordonnées par des élus locaux qui peuvent être très perméables à des pressions locales pour aménager leur PLU en fonction de besoins qu'on peut tout à fait comprendre, de besoins de citoyens ou entreprises locales. Voilà. Donc les CDPNAF, que peut-on faire? Maëlys, voilà. Et ensuite, monsieur, derrière, je ne vous ai pas oublié. Attendez, d'abord Maëlys. C'est typiquement ce que j'expliquais, hein, que ça rend un avis simple et que la loi pourrait modifier et renforcer cet avis-là, bien sûr. Hein. Après, si on lit, c'est à double tranchant, parce que pour avoir lu quelques avis des CDPNAF, parfois c'était un nœud autoroutier en pleine zone agricole, c'était un avis favorable. Donc, voilà. Toujours pareil, à double tranchant. Monsieur, bonjour. Bonjour, Michel Van Pouy, Terre de Liens. Juste une remarque, le plan climat du Vexin montre que, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas le pire des territoires de France et d'Île-de-France.
Et par ailleurs, il y a aussi des habitants du Vexin qui prennent l'avion et qui vont à Euro Disney. Donc, par rapport aux Ils vont à Euro Disney en avion. Non. Non, ma question, c'était, vous avez, la deuxième intervenante tout à l'heure a parlé de sociologues, et je me suis dit, mais en réfléchissant à cette journée, mais il aurait peut-être été intéressant aussi d'interviewer des politologues. Moi, j'ai regardé dans mon département le résultat des dernières élections municipales. J'ai vu des équipes municipales qui se sont fait bananer parce qu'elles voulaient densifier les centres-villes ou même les centres de village, encore plus quand c'était du logement social, et d'autres qui se sont fait bananer parce qu'elles voulaient urbaniser dans les zones agricoles. Donc on a le sentiment qu'il y a aujourd'hui un certain consensus sur le fait de protéger l'espace agricole, et moi je suis tout à fait favorable. Je ne suis pas sûr que ce consensus existe vraiment. Et je pense qu'on aurait intérêt aussi, c'est ce que j'aurais dû dire dans le fond il y a un an pour cette étude, de voir véritablement quel est aujourd'hui le ressenti pas seulement des ménages, mais des électeurs et même des associations qui peuvent, à quelques kilomètres, défendre des propositions complètement différentes. Sur les CDPENAF, moi je pense que penser qu'une commission désignée par le préfet, par ailleurs, avec des gens compétents, mais aussi plein de gens incompétents, puisse se substituer aux décisions des élus, ça me paraît, en termes démocratiques, extrêmement discutable. Après, si les élus ne sont pas bons, il faut les changer, mais ça c'est... Allez-y, oui. Non, mais je crois qu'il y a des travaux, enfin il me semble, j'ai croisé beaucoup de travaux sur les conflits entre les paysans et les agriculteurs et les urbains. Donc il faudrait qu'on creuse aussi sur d'autres conflits, mais il y a des travaux sur la question. Maëlys. Oui, alors deux éléments peut-être. D'abord, ça a été écrit plusieurs fois dans les diapos, c'est les terres naturelles sont mieux protégées que les terres agricoles, et ça crée donc un déséquilibre, notamment en matière de compensation. Alors très bien, mais si on répond à la question, est-ce que ça veut dire que vous voulez protéger les terres agricoles comme le sont protégés les espaces environnementaux, type, je sais pas moi, un parc national, donc on fait un décret et on met des servitudes. Est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut pour recréer l'équilibre entre la protection des terres agricoles et des terres naturelles? Je ne crois pas que ça soit vraiment l'idée derrière cette dynamique-là. Et deuxième aspect sur la question des associations, c'est, j'ai pas eu le temps de le développer dans l'intervention, c'est quand même de pointer du doigt le fait que depuis à peu près 10 ans, par voie d'ordonnance et de simplification et de modernisation du droit de l'environnement et du droit de l'urbanisme, on ne fait que limiter les possibilités de recours des associations et des personnes privées sur les décisions d'urbanisme. Et pour abonder dans votre sens, je ne sais pas si vous avez vu, je viens de le retrouver, le sondage Odoxa qui a été fait sur 1000 habitants du territoire censé être couvert par Europa City, 1000 franciliens, 2000 Français en tout, 8 habitants sur 10 sont favorables. Favorables à Europa City, au projet. Voilà. D'un sondage à l'autre, vous n'aurez jamais les mêmes réponses, tout dépend de la question posée. En tout cas, ce sondage est un peu perturbant pour les opposants au projet. Monsieur, vous aviez levé la main en premier, ensuite monsieur, et après on passera à la table ronde. Bonjour. Bonjour, Jérôme Cortès, CEF Montpellier. Je voulais revenir un petit peu sur la question des études d'impact et par rapport aux questions de biodiversité, qui m'intéressent plus particulièrement. Effectivement, quand on fait des études d'impact actuellement, on s'intéresse essentiellement, voire exclusivement, aux espèces qui sont inscrites sur des listes et rarement à la biodiversité ordinaire, qu'on pourrait appeler ordinaire. Et donc là, il y a peut-être un levier aussi d'action qui pourrait être intéressant, et notamment quand on voit tous les résultats sur tout un pan de la biodiversité, finalement, qui est complètement ignoré dans ce type d'études, quoi, et qui a un impact forcément relativement important. Voilà. Alors, biodiversité commune. Oui, par rapport à ça, c'est vrai que ce qui serait intéressant aussi, c'est de généraliser les données, les connaissances sur justement les ressources qu'on a en biodiversité au niveau du territoire pour pouvoir les prendre en compte. Parce qu'à partir du moment où il y a des réglementations, il faut que ce soit calculé, il faut regarder comment ça évolue. Donc il y a aussi cet enjeu de mieux caractériser les ressources, que celles soient des ressources de la flore, de la faune et du sol. Et il faut que ce soit caractérisé pour que ce soit intégré et pris en compte aussi. Alors il y avait monsieur ici et en bas. Levez la main. Voilà, monsieur en bas. Bonjour. Oui, Didier Pinsonnet, ministère de l'Agriculture. Une petite remarque déjà, c'est pas pour équilibrer les deux camps, mais l'agriculture aussi, et je dirais plus ou moins complice de la consommation de certaines terres. J'habite la Marne,
Et le développement des agro-industries a généré des consommations d'hectares par paquet de 100. Les grandes maisons de champagne quittent Reims et Épernay pour s'installer en zone urbaine. C'est un exemple, je veux dire. Voilà. Simplement, je voulais revenir aussi sur l'exposé tout à l'heure de l'étalement urbain quand les citadins vont habiter en espace rural. Vous avez parlé des flux de population avec les voitures. Il faut penser aussi aux fluides. Et d'un passé à l'agence de l'eau, on a bien vu que quand on installe des gens à la campagne, on se rend compte que d'une part, on est face à un territoire qui devient sous-équipé en matière d'épuration, en matière de réduction d'eau, et dans le même temps, on crée un espace urbain qui devient suréquipé. Donc c'est simplement ajouter une conséquence à ce que vous venez de dire. Dernière remarque, dernière question. Oui, non ? C'est votre dernière chance. Merci à toutes et tous.